le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Lecomte. Jacques Lecomte est un psychologue français, l'un des principaux experts francophones de la psychologie positive. Docteur en psychologie, il est chargé de cours à l'université Paris-Ouest Nanterre, à la Défense, sciences de l'éducation et à la faculté des sciences sociales de l'Institut catholique de Paris. Après avoir été responsable pendant 6 ans, de 92 à 98, de la rubrique psychologie au sein du magazine Sciences humaines, il a soutenu une thèse de psychologie sur la résilience après la maltraitance, intitulée « Briser le cycle de la violence », quand d'anciens enfants maltraités deviennent des parents non maltraitants. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jacques. Bonsoir. Merci de m'accueillir. En tout cas, on se retrouve à Paris, plus précisément. C'est ça. Et tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Donc, comme je te disais, ça fait un peu plus de 1500 interviews maintenant, plus de 200 000 kilomètres autour de la planète. Donc, le sujet, je le maîtrise loin de là. Mais par contre, je commence à avoir une petite idée. D'accord. Alors, j'ai hâte de t'écouter autour de cette question qui est pour moi fondamentale. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? D'abord, je suis impressionné de cette enquête, enfin de l'ampleur de l'enquête. Alors, le bonheur pour moi, en fait, c'est... Moi, je me suis vraiment posé la question de savoir quel était le lien entre des éléments comme le bonheur, comme le sens à la vie, comme le bien-être. Et je suis arrivé un peu à cette idée, en fait ça reprend des idées des philosophes antiques qui disaient qu'il y avait 2 façons d'aborder le bonheur finalement. Une bonheur qui est plutôt de l'ordre, qui relève plutôt du sens, et l'autre qui est plutôt du bien-être. Et les philosophes antiques, ils avaient tendance à s'opposer très fortement sur ça. Le bien-être, c'était l'hédonisme. Et moi je pense qu'en fait il ne s'agit pas de les opposer, mais plutôt de les rejoindre, les faire se rejoindre. Dans le sens que je pense que le bien-être, c'est quoi ? C'est plutôt une émotion momentanée de plaisir. Alors ça vient de bons moments passés avec les amis, tout ça. C'est important, ça fait partie du bonheur, mais en même temps, on voit bien que c'est pas quelque chose de durable ni quelque chose de profond. C'est un moment fugace de satisfaction vis-à-vis de la vie. Et puis l'autre facette, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Et là, on voit que c'est plus profond, plus durable, plus intense. Et je pense qu'en fait, on peut se dire heureux lorsqu'il y a une sorte d'harmonie, d'équilibre entre les deux. Parfois, lorsque j'ai parlé de ça, il y a des gens qui disent alors, ils voient bien que le bien-être, ça suffit pas pour faire du bonheur. Faire la fête avec des amis, c'est bien, mais on voit bien qu'à un moment, il y a une dimension supérieure qui manque. Mais du coup, il y en a qui me disent, mais alors le sens, ça suffit. Oui et non, parce que il y a plusieurs situations. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui ont une grande souffrance, par exemple, qu'ils ont perdu un enfant, et malgré tout, ils arrivent à faire du sens à la vie. Ça veut pas dire qu'ils ont du bien-être. Donc, on peut pas dire qu'ils sont du bonheur. Ou bien, moi, dans un de mes livres, je cite, par exemple, pendant la dernière guerre, il y avait des résistants, ils avaient, ils étaient prisonniers, ils savaient qu'ils allaient mourir, et ils ont fait les dernières lettres de prisonniers. Et ces lettres sont pleines de sens. Ils adressaient à leur famille, elles sont pleines de sens. Mais ils n'étaient pas dans le bien-être, ils n'étaient pas dans le bonheur. Donc, le sens et le bien-être sont nécessaires, en quelque sorte, pour s'harmoniser, pour donner le bonheur. Voilà. Alors, il faudra donner une définition à sens. Oui, alors là, je donne pas forcément une définition, mais je donne les composantes du sens. Alors là, c'est le fruit de beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites. J'ai essayé de les synthétiser. Et d'une manière simple, je dirais que le sens à la vie, on le donne de 3 manières différentes. Par le cœur, par la tête et par la main.
par le cœur, ce qui est dans toutes les enquêtes où on demande à des personnes qu'est-ce qui donne du sens à votre vie, eh bien, ce qui apparaît en premier, statistiquement, pas forcément pour chaque personne, mais globalement dans une population, c'est les relations affectives, l'amour, l'amitié, la parentalité, le fait d'être enfant, la filialité, et c'est ce qui apparaît en premier. Quel que soit l'âge, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau socio-économique, c'est ça qui ressort. Donc, l'amour, l'amitié, le bien-être d'être avec des personnes qu'on aime. Non, la satisfaction d'être avec des personnes qu'on aime. Alors ça, c'est le cœur. Et puis, il y a la tête. Il y a la tête, c'est-à-dire les réflexions, les questionnements sur l'existence, questionnements auxquels on donne des réponses plus ou moins définitives selon les uns les autres, à travers de la philosophie, à travers des religions, à travers des spiritualités, à travers des croyances qui peuvent être politiques, écologiques, syndicales, que sais-je encore. Et puis, la troisième dimension, c'est l'action. C'est l'action, c'est ce que j'appelle la main, donc donner du sens à travers l'action. Et on voit bien, par exemple, que le travail, par exemple, est une des sources de sens à la vie. Donc, voilà. Et alors, moi, je dis pas qu'il faut un tiers, pour que notre vie ait un sens équilibré. Mais là encore, je dirais une sorte d'harmonie. Il y a des gens qui vont donner plus d'importance à leurs convictions. Par exemple, ça va être, des gens qui vont dans une religion ou une autre, qui vont devenir prêtres ou moines bouddhistes, ou voilà, et ça va être plus le sens de leur vie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils déconnectent complètement les autres dimensions. Et puis, il y a des gens, ça va être à travers leur travail, qui vont surtout donner du sens, mais il faut pas qu'ils oublient leur famille. Et d'autres personnes, ça va être plutôt effectivement avec leur famille, mais d'autres dimensions sont importantes également. Donc, il n'y a pas un modèle de ce qui donne du sens à notre vie, chacun le trouve à sa manière, chacun fait son chemin de sens à sa façon, ce qui veut dire aussi que je pense qu'on devrait respecter le sens que les autres donnent à leur vie. Des fois on a du mal parce que des fois certaines personnes ont tendance à transposer, à considérer que ce qui donne du sens à leur vie, c'est ce qui doit donner du sens aux autres, ce qui est évidemment une grave erreur et qui peut donner lieu à pas mal de quiproquos, voire de gros problèmes de communication. Mais voilà un peu ce qui donne du sens à notre vie, c'est l'amour, l'amitié, l'engagement dans l'action et nos convictions. Alors il faudrait aussi donner une définition à bien-être. Alors voilà, le bien-être, c'est ce que je dis, c'est une émotion temporaire, agréable, qui a donc tout cet avantage et qui permet que nous pouvons goûter la vie au quotidien. Voilà. Mais c'est pas le même niveau de profondeur que le sens. Voilà. Et on a besoin des deux. On a besoin aussi de ces moments de satisfaction, que ça soit, en regardant par exemple un beau paysage, une œuvre d'art, ou en passant un bon moment avec des amis. On est dans le bien-être. Dans ces moments, on est dans le bien-être. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené justement à avoir toutes ces réflexions, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne un peu qui tu es, quoi. Ah oui, alors je ne m'attendais pas à cette question, mais c'est très bien, ça ne me dérange pas. En fait, mon parcours, pourquoi je me suis intéressé à tous ces thèmes, c'est tout simplement parce que mon enfance a été fracassée, mon enfance et ma jeunesse a été fracassée en raison du comportement de mon père, et je dirais qu'il a fracassé toute la famille, et je pèse mes mots en disant que je suis le seul survivant, et du coup, inévitablement, moi, j'ai été amené à me poser la question du sens de la vie, pourquoi nous sommes sur cette terre, pourquoi j'y suis et où je vais. Et donc, ça vient de là. Et heureusement, parce que j'aurais pu, à un moment donné de ma vie, quand j'étais jeune, mal tourné, j'ai rencontré des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont pas stigmatisé, pas regardé négativement, et du coup, j'ai pu, moi, donner du sens à ma vie. À partir de là, c'est vrai que je me suis intéressé à ce qu'on appelle la psychologie positive, à tous les aspects positifs de l'être humain et de la société, parce que je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus intéressant à développer, à comprendre, et c'est, en tout cas moi personnellement, c'est en allant dans ce sens que ma vie a vraiment pris, du sens. Tu veux dire que tu es un chercheur ?
Alors, chercheur, j'ai fait des recherches et puis maintenant j'ai arrêté. Enfin, je fais toujours des recherches d'une certaine manière, mais actuellement, l'essentiel de mon activité, c'est en fait l'écriture d'ouvrages. Et à partir de là, des conférences, des formations, mais c'est l'essentiel de mon temps d'activité. Voilà. Et ça fait combien de temps ? Maintenant, ça doit faire, ça fait pas mal d'années que j'écris des livres, mais dans le fait que mes livres prennent beaucoup de mon temps, ça fait une petite dizaine d'années, je pense. D'accord. Et l'intérêt pour la psychologie positive, c'est quoi ? Une vingtaine d'années, une trentaine d'années ? Alors, en fait, oui, je dirais que moi, c'est depuis pratiquement toujours où je me suis intéressé à la psychologie. La psychologie, depuis plus d'un siècle qu'elle existe, c'est surtout intéressée à ce qui fonctionnait mal chez l'être humain et aux problèmes psychiques, et c'était une bonne chose dans un certain sens, puisqu'il était nécessaire d'essayer de constater d'abord qu'il y avait de la souffrance et d'essayer de la soulager. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plus d'un siècle, finalement, il y a une sorte de monofocalisation sur ce qui va pas. Et moi, quand je me suis intéressé à la psychologie, très vite, je me suis intéressé à ce qui allait bien. À l'époque, la psychologie positive n'existait pas, mais je m'intéressais à la psychologie positive comme Jourdain avec la prose, c'est-à-dire que c'est ça qui m'intéressait. Alors, je me suis intéressé à la résilience. La résilience, on en parlait avant de parler de psychologie positive. Je me suis intéressé au pardon, je me suis intéressé à le sens de la vie, avant qu'on parle de psychologie positive. Et puis un jour, ce mot est arrivé un peu, voilà. Je suis un des premiers à l'avoir fait connaître en France, dans le monde francophone. Voilà, il est né en quelque sorte aux États-Unis en l'an 2000. Et moi, la première publication qui a vraiment parlé de ça, je l'ai découverte, et très vite, j'ai eu envie de diffuser ça, quoi. D'accord. Pierre Rabhi, lui, il parle de sobriété heureuse. Oui. La résilience, c'est pareil ? Non, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai envie de dire que la sobriété heureuse et une certaine conception de la psychologie positive se rejoignent complètement. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de travaux en psychologie positive et en économie aussi ont montré que ont confirmé l'adage selon lequel l'argent fait pas le bonheur. Alors, faut tout de suite nuancer en disant que la pauvreté, la misère peut faire le malheur. Il s'agit pas de justifier les conditions sociales inégalitaires et inacceptables. Mais à partir d'un certain niveau de revenus qui permet de vivre correctement et sans plus, l'argent ne joue plus du tout. L'augmentation de revenus ne joue plus du tout sur le bonheur. Et ce qui peut faire qu'il y a des gens extrêmement riches qui sont plus malheureux que des gens avec des revenus très moyens, très modestes. Et c'est une illusion de croire qu'en quelque sorte l'argent va nous rendre plus heureux. Et c'est une course permanente. À partir du moment où je pense qu'avec plus d'argent je vais être plus heureux, lorsque je l'ai, ça va durer 6 mois, 3 mois, 6 mois, et après, ah oui, mais avec encore un peu plus d'argent, je serai plus heureux. On oublie très vite. J'ai une petite parenthèse. Est-ce qu'on fait le distinguo entre argent et acquisition de biens matériels ? Oui, moi je mets les deux. Le fait, oui, d'avoir des biens matériels de façon générale qui soient exprimés sous forme simplement encore de monnaie, donc potentiellement ou de biens matériels déjà très concrets. Mais du coup, partant de là, on se dit, effectivement, si l'argent fait pas le bonheur, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est justement, c'est ce qui joue le plus, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est le fait de bénéficier de relations affectives fortes, d'amour et d'amitié essentiellement, et les relations parents-enfants. Du coup, effectivement, la sobriété heureuse n'est pas un paradoxe. Elle est parfaitement, l'expression de Pierre Rabhi tient vraiment très fort, puisque se détacher en quelque sorte, pas se détacher complètement, mais ne plus accorder autant d'importance que ce que le monde parfois accorde aux biens matériels, permet de placer plus d'importance dans les relations affectives. On sait, il y a des tas de travaux qui ont été faits, lorsqu'on mène des enquêtes et on essaye d'évaluer en quelque sorte le degré d'importance que les gens accordent aux biens matériels. Et on sait que c'est plus on accorde d'importance aux biens matériels, moins on est heureux. Et ça, c'est vraiment, les études sont extrêmement claires là-dessus. Donc, la sobriété heureuse, c'est deux mots qui vont très bien ensemble. D'accord. Est-ce que tu penses que du coup, il y a... parce que j'imagine les gens qui nous écoutent vont se dire c'est peut-être pas aussi simple que ça. Comment tu fais à un moment donné dans ta vie pour arriver à penser quelque part de cette façon, à dire que finalement, oui, tout ce qu'on m'a appris depuis l'éducation, qu'en gros, l'argent, c'est important. Non, finalement, ça serait pas ça. Comment je fais, moi, pour
Je pense qu'effectivement, moi, je ne crois pas qu'il y ait une recette. Mais le fait de savoir déjà ça est important. Moi, il m'arrive de rencontrer effectivement des personnes qui rêvent et qui ont une belle maison, mais non, ça va pas. Ils rêvent de la maison qu'ils ont vue, qui est 1,5 fois plus grande qu'elle. Et moi, je leur pose la question, je leur dis, mais avant d'avoir cette maison, vous étiez où? Alors, ils étaient dans un appartement et ils rêvaient d'avoir cette maison. J'ai dit, vous l'avez. Voilà. Et donc, ça permet de remettre les choses, j'ai envie de dire, à leur place. Donc le simple fait aussi de savoir que finalement cette course à la réussite matérielle n'est pas la source du bonheur, je dis pas que ça aide systématiquement les gens, mais ça permet quand même pour certaines personnes de remettre les choses un petit peu plus, les remettre, le cadrer mieux. Et puis c'est vrai que là tu viens de citer Pierre Rabhi, il y a d'autres personnes qui vivent cela, et si Pierre Rabhi dans ses interviews avait l'air triste à mourir, mais on n'aurait pas envie. Or, il dégage une certaine sérénité, une certaine paix, et beaucoup de gens se disent j'aimerais être comme lui, quoi. Donc effectivement, ce genre d'exemple est intéressant parce que il peut susciter l'envie. Moi, je dis, il s'agit pas d'imiter des gens, d'imiter des expériences, ça c'est pas très intéressant, mais de s'inspirer. J'aime beaucoup le mot inspiration, s'inspirer de belles histoires, de belles expériences humaines, et on va tirer profit d'une expérience de un tel, mais sans la copier, mais se dire comment moi je peux l'appliquer à ma propre vie. Chacun a son propre parcours. Comment je l'applique à ma propre vie? Et donc dans ce sens-là, le fait de voir, et je trouve que ce documentaire a tout sa valeur, le fait de voir des gens heureux et que le bonheur qu'ils ont, j'imagine que dans les personnes que tu as rencontrées, j'imagine que peu t'ont dit moi je suis heureux parce que j'ai plein d'argent. Enfin, c'est clair. Voilà, donc du coup on dit oui, finalement c'est une constante humaine que c'est pas l'argent qui rend heureux. Voilà. Et donc de tenir compte de l'expérience des autres peut nous apprendre pour notre propre vie. Mais Gandhi le dit très bien dans une citation, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Oui, voilà. Incarne le changement. Ouais. Voilà. Alors là c'est intéressant parce que, et ça aussi ça renvoie à ma vision du bonheur, c'est que là, dans cette phrase, on voit bien une sorte d'articulation entre le changement social et la transformation personnelle. Voilà. Alors après, c'est la question de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui est en premier? Moi, je dis c'est les deux. L'œuf donne une poule, la poule donne un œuf. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait les meilleures conditions sociales d'améliorer les conditions sociales pour améliorer, que l'être humain puisse s'améliorer. Mais en même temps, c'est effectivement grâce à l'amélioration de l'être humain que éventuellement les conditions sociales peuvent s'améliorer, donc le changement social. Donc je pense que les deux peuvent aller ensemble, il ne s'agit pas de mettre une priorité sur l'un et sur l'autre. Mais il y a quelque chose qui là me semble très important, c'est que parfois l'humanité passe par des périodes, ça a été étudié par des sociologues, et des périodes où on a plus tendance parfois à mettre l'accent sur le social, sur le changement social, et d'autres plus des périodes de tendance à mettre l'accent sur l'individu, le changement individuel. Bon, bien, l'époque de mai 68, les années 70, c'était une sorte de changement social, fallait faire la révolution, bon, tout ça, et ça a eu, ça a été disséminé sur l'ensemble de la planète. Et puis maintenant, on est plus dans le bonheur personnel. Enfin, moi, j'espère qu'un jour, on reviendra à une vision plus sociale, mais surtout, j'espère qu'un jour, les deux seront pas opposés en quelque sorte. Et il y a quelque chose qui me semble très important, qui va dans le sens de ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'en fait, le bonheur, pour moi, il vient de l'interdépendance. Nous naissons dans la dépendance. Ah oui, en tant que bébé, voilà. À moins d'un accident de la vie, nous mourrons dans la dépendance. Lorsque nous serons âgés, très âgés. Et dans l'entre-deux, nous vivons dans l'interdépendance, mais on passe beaucoup, en Occident au moins, mais de notre temps, de notre énergie, à croire que nous sommes indépendants des autres. Et c'est une illusion, nous sommes dans l'interdépendance. Et l'être humain, dès sa naissance, il vient dans la dépendance. Il a besoin des autres pour vivre, il aura besoin des autres au moment de la fin, et dans l'entre-deux, nous avons besoin les uns des autres. Donc, je pense que c'est très important de bien intégrer cela, que ce qui nous rend heureux, c'est l'interdépendance. Les autres ont besoin de nous, nous avons besoin des autres. Je termine un livre
qui s'appelle les entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde. Et c'est tout un programme. Et là-dedans, j'ai rencontré des patrons, enfin des syndicalistes, mais il y a un patron ils m'ont tous marqué. Il y en a un qui disait quelque chose de très intéressant. Il a créé une société d'événementiel, enfin, il organise des événements. Et quand il recrute, il y a une candidature, quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille, qui semble intéressante, et il dit, j'ai toujours un problème parce qu'en fait, quand ils viennent évidemment avec un CV, un super CV, ils me l'ont envoyé, je l'ai vu, et puis là, ils me montrent tout ce qu'ils savent faire, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est de savoir tout ce qu'ils savent ne pas faire, et dans quelle mesure ils auront besoin des autres pour pouvoir arriver. C'est ça qui m'intéresse, qu'ils mettent en avant. Et donc, dans ces moments-là de recrutement, ils discutent, puis à un moment, il lui explique comment ils fonctionnent dans la maison, c'est dans la coopération, la collaboration, la confiance, le respect. Et il leur dit, voilà, nous, comment on fonctionne. Et votre candidature m'intéresse, mais voilà, vraiment, alors je vous laisse quelques jours pour réfléchir, et si vous vous rendez compte, c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous avez envie de travailler, alors on peut se revoir. Si vous vous rendez compte que c'est pas votre truc, ça va pas fonctionner, quoi, on va pas s'entendre. Et moi j'ai rencontré une quinzaine de personnes de son équipe, mais c'est impressionnant, ils adorent travailler ensemble, quoi. Et tout le temps ils sont en train de se dire ouais, ce que tu as fait c'est formidable, voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Si on pouvait en quelque sorte comprendre que c'est ça une source du bonheur, d'avoir besoin des autres pour exister, et non pas de croire que nous sommes des individus autonomes, moins on a besoin des autres, mais on se porte, ce qui est un mythe total. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut effectivement recadrer notre vision du monde, et cette idée donc nous avons besoin les uns des autres. Oui, mais d'ailleurs les animaux, les plantes en font partie. Je veux dire, on fait partie d'un tout, quoi. Oui, voilà. Clair, c'est vraiment l'interdépendance totale. Ouais. Mais est-ce que, parce qu'en t'écoutant, moi je me dis, au final, est-ce que ça serait peut-être pas plus rapide si on revoyait l'éducation, c'est-à-dire l'éducation nationale, quoi, clairement, qui est, à mon sens, c'est très personnel, has-been. Du coup, nous, on est parti dans un projet de créer une école alternative pour les enfants. En fait, c'est inspiré de Montessori, Steiner, Freinet, Summerhill, etc. Parce que, de mon point de vue, à force de me balader partout sur la planète et de mon expérience, j'ai que 37 ans, je vois que tout part de l'éducation. Si on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait un changement de paradigme, je pense qu'il faut changer l'éducation et ce qu'on propose. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Oui, alors là, je rejoins complètement. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet et j'ai écrit sur ce thème. Et en fait, ne serait-ce qu'une chose, par exemple, on a aujourd'hui des dizaines, des centaines d'études qui montrent que l'apprentissage coopératif marche mieux que l'apprentissage compétitif. Alors quand je dis marche mieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Là où on attend, évidemment, c'est les résultats scolaires. Donc oui, ça marche mieux au niveau des résultats scolaires. Tout le monde bénéficie de l'apprentissage coopératif. Ceux qui en bénéficient le plus, incontestablement, c'est les élèves en grande difficulté. Mais parce qu'il y a des parents, ils ont peur que leur enfant qui est bon élève se mette soit avec des élèves en difficulté et il va diminuer son niveau. Non, c'est pas vrai, tout le monde en profite. Ceux qui en profitent le plus, cela dit, c'est vrai, c'est les élèves en difficulté. Et donc, ça c'est le premier point. Mais n'oublions pas que pour moi, l'école, l'éducation n'a pas seulement pour fonction de diffuser des savoirs, c'est aussi un apprentissage de la citoyenneté, du rapport à l'autre, de la vie ensemble. Et en fait, ce que montrent tous ces travaux, c'est que plus de respect des enseignants, moins de violence, d'incivilité, de stigmatisation, toutes sortes de belles expériences se font dans un apprentissage coopératif. Et tout ça, on le sait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend, quoi ? Qu'est-ce qu'on attend, voilà. Et alors il y a des pays, on parle de la Finlande qui ont mis ça en place, et il y a des écoles alternatives qui le font. Alors c'est pour ça que tout à l'heure on parlait du changement individuel, du changement collectif. Il y a des petites écoles qui le font, mais je crois aussi qu'à un moment il faut que ça soit relayé politiquement, parce que si on attend que par simplement l'inspiration et la capillarité, la diffusion, que
que tout se fasse sur un plan très large, ça risque d'être difficile de prendre du temps. Donc ça, c'est bien l'exemplarité, tout ça, le fait de s'inspirer des autres, tout ça, mais il y a un moment, ça doit être relayé politiquement. Et j'espère qu'un jour, moi j'ai la qualité ou le défaut d'être quelqu'un de très optimiste, et je pense qu'un jour, ça se mettra en place. Alors je précise sur cet optimisme que c'est pas un optimisme de l'attente. Je suis optimiste, donc les choses vont aller bien demain et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas du tout. C'est un optimisme de l'engagement. C'est-à-dire, je suis convaincu que nous pouvons passer une société de coopération, une société d'empathie, une société de respect. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun se retrousse les manches là où on est. Là où on est, dans notre petite possibilité, marge d'action, eh bien, on s'y engage. Et on fait confiance, on y va. On n'attend pas que, effectivement, la politique se mette en place. Déjà là où on est, on y va. On passe à l'action, quoi. On passe à l'action. Et on y croit. Et là, il y a aussi autre chose qui me semble très important. Ne croyons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Moi, très souvent, donc, il m'arrive de faire des conférences et à la fin, il y a des gens qui me disent « Oui, c'est très bien votre vision, mais il y a un problème quand même. » Alors, je dis « Mais c'est quoi le problème ?» Et les gens me disent « Nous, on est venus aux conférences sur l'amour, sur la bonté, tout ça, sur la coopération, c'est très bien, mais les autres, ceux qui sont pas venus, enfin, en gros, les autres, la majorité. Et donc, le problème, c'est les autres. » Et moi, je pense que le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est de penser que le problème, c'est les autres. C'est ça le problème. Le jour où on aura compris qu'en fait, nous avons fondamentalement le même fonctionnement de base, comme je disais, la nécessité, le besoin d'interdépendance, le besoin des autres pour vivre. Et puis, un autre exemple, un autre thème par exemple, la confiance. La confiance. Et des gens, ils pensent que oui, on peut leur faire confiance à eux, mais globalement, on ne peut pas trop faire confiance dans la société. Mais franchement, si vous prenez 100 personnes à qui on dit voilà, je te fais confiance pour tel truc, combien vont trahir la confiance pour blouser, pour truander la personne? Mais très très peu. Et même qui en plus n'a jamais trahi la confiance qu'on lui a fait. Donc regardons-nous d'abord avant de regarder les autres. Et si ce jour-là effectivement on a trahi la confiance pour une raison X, Y, en général on n'est pas fier. Et ce comportement, eh bien nous l'avons pratiquement tous, nous sommes tous comme ça. Donc ça veut dire que nous pouvons faire confiance aux autres, puisque eux, ils ont des bonnes raisons, eux, de respecter cette confiance. Donc, n'attendons pas que le monde aille mieux pour nous engager. Allons-y, et le monde, petit à petit, pourra commencer à aller mieux. Tout à fait, oui. Mais pour prendre la défense, c'est que je pense qu'il y a un conditionnement sociétal qui est tellement fort que c'est compliqué de sortir de tout ça. Ne serait-ce que, par exemple, de te couper de ta télé. Alors, certains vont dire, bah oui, mais ça dépend de l'utilisation aussi de ta télé. Moi, je suis persuadé que la télé, c'est anxiogène, c'est stressant. Voilà, je pense qu'il y a vraiment toute un déconditionnement à mettre en place pour une bonne partie d'entre nous, qui me semble peut-être long pour certains, peut-être plus rapide pour d'autres. Oui, moi je pense effectivement sur ce côté anxiogène de la télé, d'abord plein d'études l'ont montré, ça c'est une chose, et c'est vrai qu'à partir du moment où à partir de 20h on a toutes les drames de l'univers qui nous sont montrés, plus après dans la deuxième partie tous les crimes qu'on invente c'est sûr que ça donne pas envie de vivre. Ce qui est impressionnant, c'est la fausse image qu'on peut avoir du monde à cause des médias. Par exemple, aujourd'hui, on croit qu'il y a de plus en plus de violence. C'est totalement faux. La violence a diminué de façon drastique dans l'humanité ces 20-30 dernières années. Mais c'est une chute radicale. Alors, bien sûr que des têtes qui sont coupées, c'est monstrueux. Mais donc je suis pas en train de nier, d'une part de le nier, d'une part de le banaliser, pas du tout. Mais quantitativement, ça représente très peu. Et il y a beaucoup moins de morts par violence aujourd'hui qu'il y a une 50aine d'années. Et je mets même de côté les guerres mondiales. Et par exemple, on nous dit qu'il y a de plus en plus de terrorisme, sauf que, actuellement c'est Daesh, il y a eu Al-Qaïda, sauf qu'on oublie par exemple, dans les 10 ans qui viennent de se passer, l'IRA, en Irlande, a déposé les armes
et officiellement, et ils n'ont pas fait d'attentat depuis. Ça a inspiré, hein, je retrouve l'inspiration au Pays Basque, l'ETA a déposé les armes. Ils ont fait des voyages en Irlande pour voir comment ça s'était passé, le processus de paix, et ils ont mis en place le processus de paix. L'ETA a déposé les armes, il n'y a plus eu d'attentat. Le FLNC en Corse a déposé les armes, il n'y a plus d'attentat. En Colombie, un des groupes terroristes les plus violents, les FARC, ont négocié maintenant, il y a tout un processus qui se fait avec le gouvernement, ils ont déposé les armes, ils n'ont plus fait d'attentat. Et donc il y a vraiment des choses comme ça qui existent, auxquelles on ne pense pas. On ne dit pas. Voilà, qu'on ne dit pas, oui, que les médias ne répercutent pas. Et il suffirait d'un individu, même tout seul, en Irlande ou au Pays Basque, et qui fait sauter une voiture, il y a 5 morts, on va en parler, et on voit qu'il y a de plus en plus d'attentats dans le monde. Non, c'est pas vrai, il y a moins de meurtres qu'avant. Et je prends un autre exemple, on nous dit qu'on va tous crever à cause du réchauffement climatique. Je ne suis pas du tout un climato-sceptique, donc faut préciser tout de suite. Oui, le problème du réchauffement climatique est un problème dramatique, planétaire, et dont il est urgent de se préoccuper. Mais, c'est quand même bizarre que depuis quelques années, on ne nous parle pas, dans les médias, de la couche d'ozone. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, tu as raison. On parle de la couche d'ozone. Bien sûr, ouais. Tous les ans, au mois d'octobre-novembre, on nous parlait de la couche d'ozone. Il y avait des photos, on montrait que la couche d'ozone diminuait et qu'on allait tous crever, grillés par le soleil, ou je ne sais pas, par des rayons. Enfin bon. Pourquoi on n'en parle plus? Le problème de la couche d'ozone est réglé. Voilà. Et les médias, ça les intéresse. Voilà, c'est ça. Mais tant que c'était catastrophique, alors quand je dis réglé, ça se discute, c'est-à-dire c'est simplement que la production de substances détruisant l'ozone, elle est passée, elle a diminué, elle est actuellement à peu près à 2-3% de ce qu'elle était il y a 20 ans. Donc les pays ne produisent plus ces substances à l'échelle planétaire. Et donc la couche d'ozone est en train de se reconstruire, simplement vu que ces substances dans l'atmosphère mettent très longtemps à se dégrader, il faut environ 30 ans pour que ça se reconstitue. Mais ça y est, dans 30 ans, c'est reconstitué. Autre exemple, le Rhin. Le Rhin, c'était une poubelle assez ouverte il y a 30-40 ans. C'était une horreur. Aujourd'hui, le Rhin, c'est la plus grosse concentration mondiale d'usines pétrochimiques, sidérurgiques et autres, au monde. Hein, la vallée du Rhin, c'est la Ruhr, la vallée du Rhin. Et en fait, l'eau actuellement dans le Rhin, par exemple, les métaux lourds, c'est 10 000 à 20 000 fois inférieur aux normes sanitaires standards internationales. Voilà. On peut se baigner dans le Rhin. C'est bon à savoir. On ne le sait pas. Et on peut se baigner dans la Seine à Paris aujourd'hui. On peut se baigner dans la Seine. C'est bon à savoir aussi. Mais on ne se baignera probablement jamais dans la Seine. Et alors ça fait rigoler. Donc, ah oui, Chirac disait qu'on se baignerait dans la Seine, on ne se baigne toujours pas. Pourquoi ? C'est pas pour des raisons de pollution, c'est tout simplement parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a trop de bateaux. Oui, c'est vrai. Puis il y a du courant aussi. Il y a trop de bateaux. Et donc c'est interdit de se baigner. Mais on pourrait très bien faire une piscine avec l'eau de la Seine. C'est tout à fait possible. Alors la seule pollution qui existe, par exemple à Paris, c'est les jours où il y a beaucoup de pluie et en fait l'eau des égouts remonte. Et donc on se retrouve avec des petites crottes qui surnagent. Donc ça c'est pas sympathique. Mais c'est pas la pollution chimique. Et qui le sait ? Qui le sait ? C'est extraordinaire. Ouais. Donc en fait, le monde va plus mal sur certains points, mais va beaucoup mieux sur plein d'autres. Et bon, les médias ont la fâcheuse tendance à montrer que ce qui va mal. Quoi. Voilà. Donc d'où, pour être plus heureux, une sorte pas de discipline, mais enfin de démarche personnelle qui consiste à ne pas s'intéresser seulement aux choses qui vont mal. Voilà, et s'intéresser aux choses qui vont bien. Moi, je sais que avec Internet, il y a quelque chose qui s'appelle Google Alert, et moi, j'ai tapé, par exemple, courage, altruisme, empathie, et tous les jours, je reçois des infos d'articles qui parlent d'empathie, qui parlent de ces choses-là, et voilà, et c'est important. Et puis, il y a des agences, des journalistes qui font du journalisme positif. C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Et il ne s'agit pas de nier ce qui va pas, c'est pas du tout ça. Moi j'entends des gens dire ah oui vous voulez pas voir. Non, difficile de pas entendre, de pas être au courant quoi. Tellement on est abreuvé de ça. Mais mais de s'intéresser à ce qui va bien. Et alors j'entends aussi l'argument qui consiste à dire, ça je l'ai entendu très souvent de la part de journalistes et d'autres. Oui, mais en fait on répond à la demande. Enfin les journalistes répondent à la demande. C'est un mythe total. Bien sûr. Le meilleur exemple, ça a été montré par Libération. Il y a
il y a quelques années, les journalistes de Libération ont dit, et si on faisait un journal, on mettait plus de nouvelles positives. Vous me faites rigoler, on n'est pas là pour raconter des bisounours. Bon, parler des bisounours. Et puis, bon, ils ont quand même essayé, et puis un jour, ils ont réussi à convaincre pour le 24 décembre. Alors, 24 décembre, Jésus, l'amour, tout va bien, donc on peut se permettre une journée dans l'année, et évidemment, tout le monde dit, enfin, les oiseaux de mauvais augure disaient, mais ça va faire un flop. Ça n'a pas fait un flop, ça a fait 14% de plus, je crois, que la moyenne de l'année. Ça a été la plus grosse vente de toute l'année. Et alors, du coup, les oiseaux de mauvais augure ont dit, bah oui, mais si on donnait des bonnes nouvelles tous les jours, ça ne marcherait pas. Mais on n'a jamais dit qu'il faut faut inonder le monde de bonnes nouvelles. Il faut simplement faire l'équilibre. C'est tout. Exactement. Il y a des choses négatives qui se passent, il y a plein de choses positives qui se passent, et récemment on a eu les attentats, mais les attentats, moi ce qui m'impressionne, c'est pas, beaucoup de personnes restent sur ce drame des attentats qui est un drame absolu, bon. Mais ça a concerné une dizaine de personnes étaient impliquées là-dedans, et à côté de ça, on a eu des centaines de milliers de manifestations de solidarité, de bonté. Les gens ont ouvert leurs portes aux blessés ce soir-là, mais après, plus largement, une sorte de solidarité planétaire qui s'est mise en place. Et ça, c'est beaucoup plus représentatif de l'être humain que les actes d'une dizaine de personnes. Au niveau quantitatif, bien sûr qu'ils font beaucoup de mal, mais quantitativement, ils pèsent peu au niveau par rapport à ce qu'est l'humanité. En fait, ce que tu dis, c'est changeons notre regard sur les choses, quoi. Voilà, changeons notre regard et ouvrons-nous à la beauté du monde. Qu'est-ce que tu penses du Bhoutan ? Ah oui, alors le Bhoutan, il faudrait vérifier parce que le Bhoutan, donc, il y a eu ce fameux bonheur national brut, mais il y a un nouveau Premier ministre qui a changé les données et donc l'exemple du Bhoutan est moins convaincant. Mais, oui, c'est le pays qui a été le plus loin dans cette expérience de considérer que les indicateurs traditionnels de bonheur ne fonctionnent pas, ne sont pas pertinents. Chose que je pense profondément, et nous sommes nombreux à le penser, et qui effectivement a considéré que le vrai indicateur qu'on pouvait mettre en place était l'indicateur de bonheur. Alors voilà, maintenant je sais que le gouvernement est un petit peu revenu là-dessus. Il y a aussi d'autres expériences, en Équateur par exemple, les Équatoriens ont mis dans la constitution, nouvelle constitution d'Équateur, le buen vivir, le bien vivre, et ça c'est vraiment extraordinaire. Donc il y a des expériences dans différentes régions du monde, c'est plutôt des petits pays, des moyens pays, mais j'ai bien l'espoir qu'un jour ça se diffuse aussi à des grands pays. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur ? Alors, moi, je dirais pas que c'est nécessaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, chacun son chemin du bonheur. Pour ma part, j'ai des convictions, alors spirituelles, religieuses, il y a tout un débat là-dessus, mais moi, j'ai vu des personnes qui n'avaient pas de vision transcendante ou spirituelle et qui étaient vraiment heureux. Et ça, voilà, ça me semble important. Maintenant, ce que je constate, effectivement, c'est à travers différentes expressions, alors que ça soit le christianisme, que ça soit le bouddhisme, ou les différentes religions ou spiritualités diverses et variées, multiples, effectivement, un certain nombre de personnes donnent un sens très fort à leur vie par ce moyen-là. Ce que je disais tout à l'heure, nos convictions, nos croyances. Il y a eu quand même des études qui ont essayé d'évaluer ça et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs composantes. Il y a, alors ça, c'est pas étonnant, c'est les résultats, mais tout ce qui est de l'ordre, j'ai envie de dire, ce qui a plutôt tendance à être de l'ordre du rituel et presque de l'obligation rituelle ne sont pas source de bonheur. En revanche, ce qui est quelque chose de profondément incarné d'une part est source de bonheur et également tout le côté collectif de communauté. Et là, c'est moins la croyance qui joue que le fait d'être une communauté. Mais on sait aujourd'hui que le côté communautaire d'une croyance joue un rôle très important dans le bonheur. Voilà. D'accord. Donc il y a des travaux sur cet aspect-là. Mais je pense qu'il faut être prudent parce que effectivement, tout à l'heure, je disais que chacun fait son bonheur à cette manière, et je pense qu'il y a
ce qui peut être la source de grand bonheur peut être aussi un danger, dans le sens que les personnes, on voit ce qu'on appelle les nouveaux convertis, qui découvrent une nouvelle spiritualité dans laquelle ils s'engagent et qui donnent vraiment du sens à leur vie, ils ont parfois tendance à vouloir que les autres passent par ce chemin. Et non, le chemin d'autrui, enfin chacun a son chemin. Et s'il y avait un seul chemin, on saurait. Voilà. Donc moi j'aime bien, c'est mon Théodore Monod qui disait que finalement enfin le sens de la vie, c'est une sorte de montagne et nous aspirons à arriver au sommet de la montagne. Mais en fait, il y a 36 chemins pour arriver à tout en haut de la montagne. Et il y en a qui vont prendre par là, d'autres par là. On se retrouvera peut-être un jour, mais il ne s'agit pas de penser que mon chemin, c'est le chemin de l'autre, quoi. Il y a dans un des trucs, dans les livres de Tintin, alors c'est un vieux souvenir, j'aimerais bien retrouver cette page, et c'est Tintin, je crois, au Tibet, ou je sais plus, enfin en tout cas, et à un moment, il y a un gars qui est un jeune, qui est devenu fou, et il veut toujours couper la tête à Tintin, il lui court après avec un sabre, et il dit, en gros, alors c'est un souvenir, hein, mais j'ai découvert la voie, j'ai découvert la vérité, et donc je vais te couper la tête. Voilà, c'est évident. Voilà. Alors ça, depuis il y a eu d'âge, effectivement, mais cette histoire que j'ai découvert la vérité, donc je vais te l'imposer, je vais te montrer ce que c'est que la vérité, je pense qu'il faut en être très prudent. On peut ne pas couper la tête aux gens, mais vouloir quand même leur imposer une certaine vision du monde. C'est vrai. Est-ce que tu penses que malgré tout, il y a quand même moi j'appelle ça des outils ou des choses à faire dans notre quotidien qui nous permettraient de tendre vers plus de bonheur? Oui. Alors oui, c'est vrai que se développe un certain nombre d'outils, de pratiques. Moi, je le vis pas comme ça. Alors moi, j'ai un ami qui m'a dit un jour, il était à la maison. Et parce que, par exemple, on parle beaucoup depuis quelques temps de la méditation pleine conscience. C'est quelque chose dont on parle énormément. Moi, je la pratique pas et ça me parle pas. Bon, ça me parle pas. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et un jour, il était à la maison, il me dit, mais en fait, toi, lui, il le fait, il a été formé, il forme des gens. Et il me dit, mais en fait, t'as pas besoin de la pleine conscience, tu la vis. Alors, ça m'a plutôt fait plaisir, quoi. Et c'est vrai, mais ça, c'est vraiment le fruit de mon histoire. C'est-à-dire que, bon, je viens juste d'avoir 60 ans et comment dire, et je sais que quand j'avais 15 ans, j'avais moins de temps à vivre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous entends, je ne sais pas combien d'années, j'ai des années à vivre devant moi. À 15 ans, je pensais que je me serais suicidé dans la journée. Donc depuis, j'ai eu 45 ans de bénéfice. Voilà. Merci. Donc tous les matins, je me lève et je m'émerveille de la vie. Alors je m'émerveille de la vie et comme je suis chrétien, bien je remercie Dieu et je le fais pas du tout comme une obligation, comme un outil, mais je le vis comme ça. Pour moi, tous les matins, je me dis mais la vie est merveilleuse parce que j'aurais pu avoir une vie qui aurait été très différente. Voilà. Donc là, tu soulignes la gratitude. Oui, la gratitude est merci la vie. Voilà, merci la vie. Et la gratitude est effectivement une des pratiques de la psychologie positive qui facilite le bonheur. Alors il y a une forme de méditation qui est moins connue et que je pratique d'une certaine manière, c'est la méditation gentillesse, bonté, enfin en anglais c'est kindness, altruisme. Oui, altruisme. Alors il y a différentes façons de le traduire et en fait ça me semble très intéressant. Alors on se met en situation de méditation, bon, on n'est pas obligé d'avoir une pause particulière, mais enfin en tout cas on est relaxé et puis on pense à une personne qu'on aime beaucoup. Alors, il y a plusieurs façons de pratiquer, hein, mais une façon, c'est on pense à une personne qu'on aime beaucoup et on essaye d'avoir des pensées d'amour, de bonté, que le meilleur puisse lui arriver. Et comme ça, on va méditer autour de cette pensée sur cette personne pendant quelques moments, un petit moment. Et puis après, on va penser à une personne avec qui on a des petites tensions, c'est plus difficile. Et on essaye d'avoir la même dynamique. Et puis, dans un troisième temps, on passe à des personnes vraiment avec qui ça se passe mal actuellement. Et moi, je le pratique. Ça rejoint d'ailleurs dans le monde chrétien ce qu'on peut appeler la prière d'intercession. Voilà. Alors, sauf qu'avec la prière d'intercession, on considère qu'il y a une entité personnelle qui s'appelle Dieu. Mais pour moi, la prière d'intercession, c'est pas de demander à Dieu qu'il fasse du bien à cette personne, parce qu'il n'a pas besoin de nous attendre, il sait ce qui est bon pour elle. Voilà. Donc, c'est simplement de nous-mêmes nous mettre en condition pour que cette personne, elle lui arrive les meilleures choses et que si on peut y contribuer, on y contribue. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, la méditation, gentillesse, bonté, elle a autant d'effets positifs sur soi-même que la méditation pleine conscience, globalement. Mais en plus, elle a un avantage, c'est qu'elle nous pousse plus vers les autres
que la méditation pleine conscience. Oui, c'est ce qui est logique. Forcément, c'est logique. faut tourner vers l'autre. Ouais. Voilà, ça nous pousse plus vers les autres et donc ça augmente nos relations. Alors le petit côté technique, moi je suis pas tellement pour des techniques justement, mais le petit côté technique qui de commencer par une personne qu'on aime beaucoup et puis progressivement aller vers des personnes qu'on aime moins, c'est tout simplement que si on commence à penser tout de suite, avoir des pensées d'amour pour une personne qu'on n'aime pas du tout, c'est plus difficile. Donc on commence par ce qui est plus facile et puis on arrive à ce qui est plus difficile progressivement et on y arrive. Donc gratitude, méditation, il y a autre chose? Oui, je pense par exemple, ça va un petit peu dans le sens de la suite de ce que je viens de dire, par exemple, c'est le pardon. Alors le pardon, c'est quelque chose de difficile parce que c'est souvent connoté religieusement et ça gêne des personnes. Et moi, des personnes avec qui j'ai parlé par exemple de pardon, étaient très très réticentes parce que c'est de la bondieuserie. Enfin, et je pose cette question, mais est-ce que vous connaissez un mot aussi fort, aussi marqué que le mot pardon et qui ne soit pas connoté religieusement? On peut mettre lâcher prise, on peut mettre ne plus avoir d'amertume, c'est pas aussi fort que pardon. Et donc le mot pardon, certes, peut être vécu dans un registre croyant, spirituel et en particulier chrétien, parce que c'est souvent dans cet univers qu'il est utilisé, mais pas obligatoirement. Beaucoup de chercheurs en psychologie ont étudié le pardon, le processus psychologique du pardon. Et en fait, qu'on soit croyant ou pas, eh bien, les processus psychologiques du pardon sont identiques. Lorsqu'on est croyant en un Dieu personnel, eh bien, on met par-dessus cela l'idée que la force de pardonner, la puissance de pardonner vient de ce que Dieu donne le pouvoir de pardonner, c'est Dieu qui nous donne la force de pardonner. Mais tout l'aspect psychologique, bon, je prends un exemple, le pardon, ce n'est pas, pour moi un aspect essentiel, c'est la distinction entre l'acte et la personne. Le pardon, c'est de considérer que ce que cette personne elle a fait peut être inacceptable, peut être extrêmement même monstrueux, mais c'est pas pour autant que cette personne est un monstre. Peut-être qu'on l'a considérée comme un monstre jusqu'à présent, d'avoir fait des actes monstrueux, mais elle, c'est un être humain. Et donc, cette dissociation entre l'acte et la personne, c'est un des critères du pardon. Qu'on soit croyant ou pas, ce mécanisme joue de la même manière. Bon. Et on sait aujourd'hui que, effectivement, le pardon est une des sources du bonheur. Alors, le pardon des grandes choses, de choses très dures, et puis le pardon aussi des petites choses. Voilà. Et ça c'est vraiment, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Maintenant, moi qui ai beaucoup écrit, beaucoup parlé du pardon, j'ai cette phrase un peu paradoxale qui consiste à dire: il ne faut jamais pardonner. Pourquoi ? Parce que le pardon n'est jamais un devoir. On ne doit pas pardonner. Le pardon, c'est un acte de liberté. C'est un acte de liberté vis-à-vis de soi-même, c'est un acte de libération. Avant, par exemple, dans certains milieux croyants, on mettait une sorte de pression morale. Tu dois pardonner. Voilà. Maintenant, depuis qu'on sait que le pardon augmente le bien-être, le bonheur, des psys se sont emparés de ça pour dire: vous devez pardonner, vous irez mieux. Mais c'est la même injonction, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit thérapeutique. Et non, personne ne doit pardonner. Le pardon, c'est un acte libre. C'est évident. Oui. Voilà. Et ça me semble très important. Voilà. Maintenant, parmi les outils, par exemple, on conseille souvent de noter sur un carnet les bons moments qu'on vit dans la journée et puis de se les remémorer le soir. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte, ça améliore le bonheur, le sentiment de satisfaction vis-à-vis de la vie, de façon générale pour les gens, mais en particulier pour les personnes dépressives. Lorsqu'on dit à les personnes dépressives: prenez un carnet et notez les moments agréables de votre vie, il y en a qui disent: moi j'en ai pas. De toute manière, je prends. Bon, on ne sait jamais. Prenez quand même un carnet au cas où. Et justement, écrivez-le, parce que voilà, quand vous voyez un truc, parce qu'en fait, on s'est rendu compte de deux choses, c'est que les personnes dépressives ont, entre autres, deux difficultés par rapport à la moyenne des gens. C'est ils remarquent plus difficilement les bons moments de la vie
que les autres personnes, et 2, ils s'en souviennent très peu. C'est-à-dire, même s'ils l'ont remarqué, ils l'oublient vite. Par contre, ils repèrent plus facilement les mauvais moments, ils s'en souviennent plus facilement. Et surtout quand ces mauvaises choses viennent des autres, alors qu'ils se rendent moins compte de ce qu'eux peuvent provoquer de négatif chez autrui. Et du coup, le fait d'avoir un carnet, ça incite à plus observer, et surtout, c'est que ça incite à s'en souvenir. Et donc, le truc, c'est de dire, le soir, vous ouvrez votre carnet et vous regardez. Et il y a plusieurs exemples, pas mal de gens comme ça, dépressifs, qui disaient, moi, j'ai pas de moment agréable, et qui, une semaine après, disent, mais c'est incroyable, quand je note le nombre de choses que je vois, et j'ai jamais aussi bien dormi depuis des années. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont noté et qu'ils se sont ressouvenus le soir. Donc ça, c'est quelque chose dont on sait que c'est extrêmement efficace pour... moi, je l'ai fait avec pas mal de personnes qui m'ont dit, j'ai super bien dormi, quoi. Ça m'étonne pas. Est-ce qu'on pourrait pas résumer ça à plus... Parce qu'à un moment donné, finalement, ils se sont retournés vers eux. Ils se sont observés, tout simplement. La méditation permet ça aussi. Oui. Je pense que ça me fait penser à ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le fait de se poser et d'écrire, c'est un moment peut-être méditatif d'une certaine façon qui leur permet de revenir vers eux puis de s'observer, en fait, et de s'apercevoir qu'au final, il y a eu des choses positives. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu aimes bien les citations ? Oui. J'ai écrit un livre de citations. Ah, génial. Oui. Alors, quelle serait pour toi la meilleure citation qui pourrait représenter le bonheur ? Pour moi, il y a une phrase de Nelson Mandela qui dit, à laquelle je suis très attaché, et qui dit la bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher mais qu'on ne peut pas éteindre. Et pour moi, une citation, il faut qu'elle soit référencée, sinon c'est simplement une belle phrase. Je le dis comme ça, je la connais par cœur. Pour ceux qui ont envie de regarder, c'est dans son autobiographie, qui s'appelle « Un long chemin vers la liberté », édition de poche, page 753. Cette phrase est extraordinaire. Et voilà, donc ça, je crois beaucoup. Mes citations préférées, c'est vrai que c'est des personnes comme Mandela, comme Luther King, comme Gandhi, comme c'est Aung San Suu Kyi, Et oui, j'ai un site où tous les jours je présente une citation nouvelle, une belle citation. C'est un site, si on tape psychologie positive, c'est le premier site qui apparaît. Et tous les jours, il y a une citation différente. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»